Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. La cérémonie d'aujourd'hui prend un éclat particulier, puisqu'entre au Panthéon la première femme de notre histoire, honorée pour ses propres mérites. Faire rentrer quelqu'un au Panthéon, c'est donner la marque de ce qu'on veut intellectuellement, humainement pour le pays. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est en France. À l'occasion de la panthéonisation de Joséphine Baker, je vous emmène à la découverte de cet immense monument qu'est le Panthéon, là où sont inhumées de nombreuses personnalités. À chaque panthéonisation, c'est au président de la République que revient le choix de la personnalité. Et vous allez le voir, c'est bien souvent un choix politique. Des cérémonies solennelles aux mises en scène toujours extrêmement soignées. La panthéonisation est devenue un passage presque obligé pour la grande majorité des présidents de la Ve République, à commencer par le premier d'entre eux. Le général de Gaulle fait entrer Jean Moulin en 1964 avec ces mots de Malraux restés célèbres. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing ne panthéoniseront personne. François Mitterrand renoue avec ce rituel. René Cassin, défenseur des droits de l'homme, Jean Monnet, un des fondateurs de l'Europe, puis Pierre et Marie Curie, avec toujours un message politique. La cérémonie d'aujourd'hui prend un éclat particulier, puisqu'entre au Panthéon la première femme de notre histoire, honorée pour ses propres mérites. La panthéonisation est un rite qui construit l'image du chef de l'État. Pour un président, faire rentrer quelqu'un au Panthéon, c'est à la fois donner la marque de ce qu'on veut intellectuellement, humainement pour le pays, et c'est aussi se référer à toute une histoire partisane, politique. L'écrivain Alexandre Dumas, petit-fils d'esclave, sera honoré par Jacques Chirac. Aimé Césaire par Nicolas Sarkozy et 4 grands résistants par François Hollande. Avec Joséphine Baker, Emmanuel Macron donne lui aussi un signal fort. C'est une femme qui est noire, c'est une femme qui s'est battue pour la liberté des femmes, c'est une femme qui s'est engagée dans la résistance, c'est une femme qui avait plusieurs pays et qui les a défendus. Et en ce sens-là, c'est un choix qui est le contraire du communautarisme et qui peut invoquer une forme d'universalisme. Après l'entrée de Simone Veil puis de Maurice Genevoix, Joséphine Baker marque la 3e panthéonisation du mandat d'Emmanuel Macron. David Malek, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci, vous êtes l'administrateur du Panthéon, on peut le dire. Vous connaissez son histoire dans les moindres détails. Alors racontez-nous, comment ce lieu a-t-il été créé ? Alors ce lieu est voulu pour être une église. C'est Louis XV, le roi de France, qui, au détour d'une campagne militaire où il est malade, promet à son confesseur contre sa guérison et pour expier ses péchés, la construction d'une église. Une église que le roi de France choisit de manière très symbolique de construire sur la montagne Sainte-Geneviève. Ce sera le lieu le plus haut de Paris jusqu'à la construction de la Tour Eiffel. Il choisit aussi ce lieu qui est très proche du croisement du Cardo et du Decumanus, le centre de la ville sous l'Antiquité. Et ensuite, il choisit un lieu symbolique aussi face à l'université. Donc c'est une affirmation du pouvoir royal face à l'université. Voilà pour son histoire. À quel moment ce monument est-il devenu un endroit où l'on enterre les personnalités et puis surtout un endroit laïque? Alors c'est une affirmation de ce monument qui se fait petit à petit. D'abord à la Révolution, le monument devient temple de la nation en quelque sorte pour faire entrer Voltaire avec cette idée d'y mettre toutes les grandes références de la Révolution, tous les hommes modèles, tous les grands hommes. Et au fur et à mesure du 19e siècle, au fur et à mesure des changements de régime, le monument change d'affectation. Tantôt Panthéon, tantôt église, jusqu'à la mort de Victor Hugo en 1895, où le monument devient définitivement le temple de la République. On continue la visite? Avec plaisir.
David Madec, sur la façade de ce monument, il est inscrit « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Alors comment définir un grand homme ? D'abord, on définit un grand homme avec un H majuscule, donc femmes et hommes sur un pied d'égalité. Ensuite, la définition évolue de l'entrée de Voltaire à celle de Joséphine Baker. La définition change au fur et à mesure du temps. Mais ce qui dure, c'est la question de l'engagement, et l'engagement notamment pour les autres. Nous sommes dans la crypte du Panthéon, c'est donc ici que des personnalités sont inhumées et on retrouve Marie Curie qui, elle, je crois, n'a pas un cercueil comme les autres. Non, son cercueil est entouré de plomb, parce qu'on pensait qu'elle était radioactive de par son activité autour du nucléaire. Donc elle a été mise dans un cercueil en plomb avant d'être inhumée ici. C'est une femme qui s'est engagée pendant la Première Guerre mondiale, infirmière. C'est évidemment une grande scientifique, mais c'est aussi une femme qui s'est battue pour la place des femmes à l'université, dans la science. Nous sommes ici devant la tombe de Victor Hugo. Victor Hugo est l'un des grands fondateurs en quelque sorte de ce qu'est ce monument, puisque c'est à sa mort que le monument redevient Panthéon. Alors c'est assez drôle puisque Victor Hugo critiquait le monument comme église et critiquait le monument dans son architecture même. Et son entrée au Panthéon devient l'un des modèles des entrées au Panthéon. Il réunit 2 à 3 millions de personnes dans les rues de Paris, prise de parole et inhumation dans le monument. Vous nous avez parlé de cette panthéonisation de Victor Hugo très suivie. Récemment, il y en a une autre, très suivie également, celle de Simone Veil. Alors, quel regard portent les Français finalement sur ce monument ? Alors, les entrées modifient effectivement la perception que les Français peuvent avoir du monument. L'entrée des femmes dans le monument modifie le rapport entre les Français et la société et le regard qu'ils peuvent avoir sur le monument. Et l'entrée de Simone Veil marque aussi quelque chose de générationnel en quelque sorte. C'est quelqu'un que tout le monde a pu connaître et qui a fortement marqué la société. Et donc la référence au Panthéon en est transformée. Après l'entrée de Simone Veil, on a pu voir une plus grande adhésion en quelque sorte et une plus grande fréquentation du monument même. Merci David Madec d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous avoir fait découvrir le lieu. Mais merci à vous. La panthéonisation est une opération de communication pour le président qui la commande, mais les refus existent. Parfois, la personnalité choisie ne fait pas consensus et puis parfois, c'est la famille elle-même qui s'y oppose. C'était il y a 1 an. Ces manifestantes réclamaient l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon. Combien peu nombreuses sont les femmes qui ont eu à ce jour l'honneur de reposer dans ce monument. Leur pétition pour l'avocate et militante féministe a récolté plus de 35 000 signatures. Parmi elles, l'association Oser le féminisme. Le Panthéon et sa façade nous dit aux grands hommes la patrie reconnaissante. Qu'a-t-on fait des femmes? Qu'a-t-on fait des grandes femmes? Finalement, c'est une forme de rééquilibrage et d'égalité, de redécouverte de notre patrimoine, mais aussi de notre matrimoine. Mais pour les partisans de Gisèle Halimi, ce sera la déception. Emmanuel Macron décide qu'elle recevra un hommage national aux Invalides en 2022, mais ne reposera pas au Panthéon. Celle qui avait soutenu l'indépendance de l'Algérie pendant la guerre apparaît comme une personnalité trop clivante pour une partie de la droite et les associations de harkis. Une figure plus consensuelle a été choisie par le président, Joséphine Baker, icône noire de cabaret, résistante et militante des droits civiques. C'est un manque de courage, y compris vis-à-vis de certaines prises de position de Gisèle Halimi, dont lui n'arrive pas à assumer l'héritage, notamment vis-à-vis de certaines positions féministes ou antiracistes. Et au contraire, je pense que ce sont de belles valeurs qui méritent d'être célébrées. D'autres présidents français ont parfois été éconduits par les familles de certaines personnalités. En 2009, Nicolas Sarkozy propose de déplacer la dépouille d'Albert Camus au Panthéon. Les enfants de l'écrivain s'y opposent et dénoncent une tentative de récupération de l'image de leur père. Pour le biographe d'Albert Camus, le Panthéon ne semblait pas non plus indiqué pour rendre hommage à l'auteur. Pour moi, toute l'œuvre et la personne d'Albert Camus s'inscrivent en faux contre ce genre de décision ubuesque. Camus a toujours refusé les honneurs et il a toujours défendu les valeurs de justice, de vérité, et il s'est toujours beaucoup gaussé des hommes politiques.
Certaines figures historiques refusent elles-mêmes d'entrer au Panthéon. Georges Clemenceau, ancien président du Conseil des ministres sous la Troisième République, a préféré être enterré dans sa Vendée natale. Paris brisé, Paris martyrisé. Charles de Gaulle a lui aussi décliné les honneurs. Le général le plus célèbre de France repose à Colombey-les-Deux-Églises, en Haute-Marne. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se quitte devant le pendule de Foucault qui prouve que la Terre tourne toujours. À très vite.